Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir le parcours inspirant de femmes lumineuses pour cheminer ensemble. À travers leurs histoires, mes invités partagent leurs déclics pour que vous puissiez transformer votre discours intérieur. Je m'appelle Amy, je suis coach en communication digitale et experte en storytelling. Ma mission est de vous reconnecter à votre lumière pour que vous puissiez communiquer avec fierté. La créatrice des locomotives, Sandra Verger, revient sur les chapitres décisifs de son histoire. Un but précis se dessine très rapidement, aider et inspirer. Elle souhaite donner aux femmes la possibilité d'oser vivre une vie épanouissante. Dans cette première partie, Sandra se livre sur son enfance et sa première vie professionnelle dans l'hôtellerie de luxe jusqu'au jour de trop. Son corps lui dit stop. Elle se retrouve allongée dans le lobby de l'hôtel parisien dont elle a à l'époque la direction. S'en suivra une phase d'introspection majeure et le début d'une magique aventure entrepreneuriale qui sera évoquée dans un second épisode mardi prochain. Voici sa mise en lumière. Bonjour Sandra. Hello. Je suis ravie et honorée de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? J'imagine que pour les personnes qui nous écoutent, celles qui ne te connaissent pas encore, auront envie de vraiment comprendre la femme que tu es aujourd'hui. Oui, alors je suis la fondatrice des Locomotives, donc hôte du podcast Les Locomotives et de tout l'écosystème maintenant qui a été construit autour du podcast. Donc entrepreneuse, coach aussi, conférencière et maman, très important aussi de le dire, je suis maman d'un petit gars de 4 ans. Ça fait déjà pas mal de casquettes. Si maintenant tu pouvais te définir sans utiliser ton métier, quel être es-tu ? Est-ce que tu es sensible ? Est-ce que tu es fonceuse ? Est-ce que tu es amoureuse de la vie ? Quel être de lumière es-tu ? Écoute, je me définirais comme quelqu'un d'extrêmement jovial et optimiste, de très curieuse. J'aime l'aventure, j'aime découvrir plein de choses, j'aime découvrir plein de nouvelles expériences. Donc je suis un peu... ouais, j'ai besoin de me sentir vivante et j'ai besoin que ma vie soit plus ou moins intense en fait. Et justement, de cette curiosité-là, est-ce qu'elle a toujours été présente chez toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé justement avec l'âge ? Je pense que ça a été plus ou moins toujours présent, mais effectivement, peut-être que plus j'ai grandi, plus je suis devenue une femme et plus je me suis sentie, on va dire, légitime de laisser ma curiosité exister. Tu sais, souvent on me disait, attention, être trop curieux, c'est pas forcément une qualité. Moi, j'avais souvent entendu ça, en tout cas, quand j'étais petite, et en fait, j'ai compris que c'était faux, que c'était une qualité et que c'était bien de s'intéresser, que ça soit aux gens ou aux choses. Et c'est à toi de choisir à quoi tu as envie de t'intéresser, en fait, qu'il n'y a pas de règle. Donc oui, peut-être plus j'ai mûri, plus j'ai grandi, plus ma part de curiosité s'est développée. Quand tu dis, on te dit souvent que être curieux c'est mal vu, etc. Est-ce que le regard des autres dans ton ascension, dans ton développement a été important et tu l'as appréhendé, quand tu t'en es détaché ? Écoute, ouais, quand j'étais jeune, j'étais très sensible au regard des autres. Je voulais vraiment pas dire de bêtises. D'ailleurs, enfin, bref, j'ai raconté pas mal de périodes de ma vie. Et quand j'étais très jeune, du coup, j'étais très timide, limite introvertie. J'avais très peur des autres. J'étais très impressionnée par les autres, surtout par les autres filles que je trouvais beaucoup plus confiantes et beaucoup plus à l'aise que moi. Et ensuite, à l'adolescence aussi, ouais, j'étais vraiment pas à l'aise avec le regard des autres, j'étais pas très bien dans ma peau, ouais, non, j'étais pas hyper à l'aise. Et j'ai fait tout un travail sur ça, et j'ai mûri aussi, et aujourd'hui, le regard des autres, c'est quasi... ça n'a aucune importance, tu vois, j'arrive à un point où vraiment, tu vois, je m'en fous, et c'est tellement bon d'ailleurs de s'en foutre, c'est tellement génial. Mais j'imagine qu'on passe pas de... c'est tellement vrai. On passe pas enfin, je n'arrive pas à vivre sans le regard des autres et c'est quelque chose de très présent chez moi. Aujourd'hui, j'en suis complètement détachée et ça me fait un bien fou de ressentir ça. Est-ce qu'il y a eu des moments charnières, des entre-deux, vraiment des moments qui ont marqué ton histoire justement en tant que femme pour se détacher de tout ça et vivre dans ta pleine expansion ? Oui, bien sûr. Déjà petite, alors je peux pas t'expliquer pourquoi je fonctionnais comme ça, mais déjà petite, en fait, je me poussais à sortir de ma zone de confort. Alors bien sûr, j'utilisais pas ces termes dans ma tête, mais je me disais, allez, vas-y Sandra, va leur parler, c'est pas grave si t'as peur, vas-y. Et souvent, j'essayais de me contrôler, par exemple, quand je faisais des petites crises d'angoisse, je me contrôlais, Sandra, respire. Et j'étais jeune, tu vois, je devais avoir 8 ans. Donc déjà toute petite, je me lançais des challenges en fait parce que je pense que j'avais compris que j'avais pas d'autre solution
pour grandir et pour évoluer, pour plus avoir peur, il fallait que j'affronte mes peurs en fait. Donc ça a déjà commencé comme ça et je pense que j'ai continué à être comme ça, à toujours me pousser dans mes retranchements, à essayer de dépasser mes peurs, à essayer d'aller parler aux autres, à essayer d'ouvrir mon esprit. J'ai toujours plus ou moins fonctionné comme ça et ça a duré des années. Et ensuite, bah, j'ai fait le burn-out. Bon, tu vas me dire que c'est trop rapide et tu vas sûrement me poser des questions de comment, pourquoi, etc. Mais du coup, ensuite, j'ai fait ce fameux burn-out et c'est à ce moment-là où bah, je me suis plongée dans une thérapie avec un psy et dans le développement personnel. Et là, ça a été vraiment un jump énorme en avant. Et je rajouterais aussi que de par mes expériences professionnelles, c'est ça aussi qui a permis de me booster, puisque si tu veux, j'ai toujours eu, on va dire, pas mal d'ambition et envie d'aller vite. Et du coup, à force de monter les échelons et de voir qu'on a une certaine capacité, une certaine reconnaissance, bah, on prend confiance tout simplement. Mmh. Et oui, effectivement, tu nous parles donc de cette insécurité, tu nous parles de ton envie d'apprendre, d'aller vite, ta curiosité exacerbée, etc. Donc on comprend déjà le personnage et la femme lumineuse que tu es. Mais j'aimerais revenir vraiment sur la partie de avant cette vie professionnelle qui a accéléré ton ascension et justement ces phases-là d'éveil et de ok je switch, je deviens vraiment dans ma pleine puissance et je m'enlève de tout ce qui ne me correspond pas. Tu sais quand bah, justement on est dans cette période où on se cherche un peu, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, on est entre 16 et 18 ans, on sait pas ce qu'on a à offrir au monde. Qu'est-ce que tu voulais faire quoi dans la vie? Comment tu étais? Dans quel état d'esprit? Dans quel environnement? On sait à quel point l'environnement façonne nos valeurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période-là pour qu'on comprenne le tremplin sur lequel tu as évolué pour après être aujourd'hui la femme que tu es? Alors 16-18 ans, qu'est-ce que je faisais de ma vie? Non, 16-18 ans, j'étais mal dans ma peau déjà, même si j'étais bien entourée, j'avais plein de copines, j'avais un copain, enfin voilà. Mais j'étais mal dans ma peau, tu vois, je mangeais pas beaucoup, j'avais jamais très faim en fait. Depuis toute petite, j'ai jamais eu très faim, parce que je pense que bah, ça faisait partie des angoisses. J'étais très angoissée tout le temps en fait, et je pense que c'était angoissée par rapport justement à autrui, au monde extérieur. Comme j'étais pas à l'aise avec moi, forcément, bah, tu vois, j'avais pas un grand appétit, je pense que tout était lié. Pour te décrire un petit peu, moi j'étais un petit peu ce qu'on appelait les skateuses, donc j'allais au skatepark, je m'habillais comme Avril Lavigne, voilà c'était un peu mon style et mon délire, j'écoutais du rock anglais, enfin j'étais très très là-dedans, et j'adore toujours le rock anglais d'ailleurs. Voilà, et sinon qu'est-ce que je voulais faire? J'étais très perdue, donc si tu veux mon seul point d'attache, on va dire, que j'avais d'exemple, c'était ma grande sœur. Et du coup, bah, comme j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et que j'avais aussi plein d'idées, tu vois, j'ai voulu être bah, petite, je voulais être coiffeuse, ensuite j'ai voulu être institutrice, ensuite j'ai voulu être architecte, ensuite qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire, non, je savais pas trop, mais j'ai fini par faire une école de commerce, mais parce que je ne savais pas quoi faire, tout simplement. Et je suis passée par, là je t'ai donné 3 idées, mais j'en ai eu mais 1000 des idées, parce que je pense que d'ailleurs je suis capable enfin Hmm. pas que je suis capable, mais je pense que j'aurais pu m'épanouir, et je suis persuadée encore aujourd'hui que je peux m'épanouir dans une multitude de jobs, tu vois. Enfin, ça me pose pas de problème de m'imaginer faire plein de jobs différents. Et j'ai toujours adoré d'ailleurs ce truc de se dire, en fait, tu peux faire ce que tu veux si t'en as envie, quoi. Donc non, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je me laissais un peu guider par ma mère, par ma sœur. J'étais en bac, enfin j'ai fait un bac scientifique. Je me demandais ce que je foutais là. J'avais rien à faire là, vraiment, c'était hors sujet. Enfin, je me sentais pas du tout à ma place. Mais parce qu'on m'avait fortement recommandé, ma mère m'avait fortement recommandé de faire un bac S. Mais franchement, j'avais rien à faire là, tu vois. Enfin, j'étais pas du tout à ma place. Donc voilà, tout ça pour te dire que non, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire, de qui j'étais, de ce que j'allais devenir, de ce qui était fait pour moi. Et en plus d'avoir aucune idée, j'avais pas la curiosité d'aller me renseigner par moi-même de ce qu'on pouvait faire dans la vie en fait. T'avais pas cette curiosité-là, mais t'avais une curiosité générale de la vie, puisque tu nous dis déjà que tu voulais être sur plein de plans différents, il y a Tout à plusieurs fait. corps de métier qui t'intéressaient, peu importe le milieu professionnel, c'était plus l'envie d'expérimenter dans la matière ce que tu pouvais toi apporter au monde, peu importe, c'était créatif en fait. Donc il y a toujours cette intelligence créative, même si elle n'est pas dans la curiosité active de je vais me renseigner pour avoir l'info.
Enfin, pas à ce moment-là, en tout cas, dans ta vie. Et donc, si on évolue dans ton parcours, donc on voit une enfance quand même, un environnement où tu nous parles de besoin de reconnaissance, tu nous parles de la vie des autres, tu nous parles d'être façonné aussi par ses proches, de suivre un peu le moule, parce que tu vois, quand tu nous parles de j'étais la skateuse, etc., c'était des trends, c'était vraiment dans la tendance, c'était la fille stylée. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Tu nous parles de j'ai envie de faire plein de choses, je me laisse guider vers l'école de commerce parce que je suis perdue et que franchement, c'est une voie qui m'ouvre les possibles. Et donc, tu passes de cet environnement-là un peu de j'ai besoin de la reconnaissance des autres, etc., à je fais cette école parce que c'est bien de le faire aussi, ça va m'apporter des portes, même si aujourd'hui j'ai pas les réponses à tout, à quoi? Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi pour la suite, pour que tu nous partages le prolongement de ton histoire avant qu'on arrive au burn-out? J'ai oublié de dire quelque chose. J'étais aussi hyper attirée par tout ce qui est l'hôtellerie, en fait. Enfin, mon délire, c'était j'adorais rentrer chez les gens pour voir leur maison. Donc, il y avait ce truc immobilier. Et je voulais absolument aussi être dans l'hôtellerie de luxe pour être dans un environnement, pardon, multiculturel. C'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça comptait pour moi. Bref. Et du coup, donc je fais cette école de commerce en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je sais pas. Mais d'un côté, ça me stressait pas plus que ça. C'est-à-dire que j'étais encore, si tu veux, dans l'insouciance de la jeunesse que j'ai adoré d'ailleurs. Moi, une des meilleures parties de ma vie, c'est vraiment, tu vois, la jeunesse, quoi, où tu penses à rien, où t'es insouciante, où t'es dans le monde des bisounours. Moi, en tout cas, je m'étais créé une espèce de bulle. En fait, si tu veux, donc, moi, quand je viens de Besançon, mes parents ont ensuite divorcé. Ma mère est partie vivre dans le sud, du coup, avec mon beau-père, et donc avec ma grande sœur et moi. Et à partir de ce moment-là, je pense que je me suis créé une espèce de bulle des bisounours, et je n'ai vécu que là-dedans. Et ça aussi, ça fait partie de quelque chose qui est très important, puisque quand je suis rentrée en école de commerce et ensuite quand je suis rentrée dans le monde professionnel, cette bulle-là a un petit peu explosé, puisque du coup, tu te dis, waouh, en fait, il y a une vraie vie derrière, quoi. Il faut se débrouiller tout seul, et il faut gagner de l'argent, il faut payer des factures, et c'est chiant, en fait. En fait, c'est chiant. Voilà. Mais donc, pour parler de cette étape-là, donc je reste encore, je continue d'évoluer avec ma bulle des bisounours, je rentre en école de commerce, je suis toujours dans ma bulle parce que c'est facile. Enfin, une fois que tu es dans l'école de commerce, tu te laisses guider, tu fais des stages, tu pars à l'étranger. Franchement, c'est facile. Et limite, j'avais de la chance, tu vois, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire une école de commerce, tout le monde n'a pas la chance de partir à l'étranger. Donc, je kiffais en fait. Enfin, je vivais un petit peu ma meilleure vie, on va dire, ma meilleure jeunesse. Encore une fois, sans trop me poser de questions. Même si l'hôtellerie, je me disais que tu vois, ça me titillait, que ça me plairait. Et en même temps, je me disais, putain, je vais pas gagner un péco si je me lance dans l'hôtellerie, quoi. Mais du coup, je continue avec cette idée en tête. Et si tu veux, pendant cette partie-là de ma vie, donc l'école de commerce, c'était vraiment go with the flow, quoi. Vraiment, j'en foutais pas une. J'étais pas du tout assidue, alors que j'avais toujours été une très bonne élève à l'école, très bonne élève au collège. Et à partir du lycée, j'ai commencé un petit peu à lâcher prise et à être un petit peu, tu sais, t'as des copains, donc il y a les garçons dans ta vie, et puis t'as tout ce truc de comme l'effet skater, comme on disait tout à l'heure, donc tu te laisses un petit peu aller dans le move. Et école de commerce, c'est pareil, quoi. J'allais pas aux amphis, j'allais pas. Enfin, tous les cours où je pouvais ne pas aller, j'y allais pas, en fait. Et pourtant, je m'en sortais très bien. Je sais pas d'ailleurs comment j'ai fait, mais parce que c'est peut-être pas si difficile que ça, en fait, une fois que tu y es, on va dire. C'est un vrai sujet, l'école de commerce. On n'en parle pas assez, mais on rentre vraiment dans quelque chose qui est modulé pour que on ait rien à faire, ou du moins le strict minimum. Et en fait, tu vois, il y a ce truc de on paye le diplôme, tu vois, ça, on en parle beaucoup dans la société. Mais finalement, ça te bloque une partie de temps dans ta vie où tu peux, même si tu n'es pas impliqué dans ton moment d'études, tu peux réfléchir finalement à quelles opportunités s'offrent à moi, parce que c'est pour ça qu'il y a autant de side projects, de start-up ou de choses comme ça qui se développent en école de commerce. Parce qu'en fait, les gens ont ce temps-là pour créer, alors que quand ils sont dans une fac, dans un milieu un peu plus où tu dois cravacher un peu plus, si je dirais, t'as pas ce temps-là pour développer. Et du coup, t'as pas le temps de te dire, finalement, l'hôtellerie, ça m'intéresse, mais je sais pas trop, etc. Et tu vois, quand tu parles de cette sensibilité à j'adore aller chez les gens et voir les intérieurs, t'as vraiment quelque chose avec le beau, t'es attiré par ce qui est esthétique et ce qui est... ça t'illumine, enfin, c'est vraiment quelque chose qui te met en joie, et du coup,
Enfin, pourquoi l'hôtellerie et pas l'immobilier, tu vois, par exemple? Pourquoi l'hôtellerie? Eh ben, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse à cette question. C'est vrai, t'as raison, je suis attirée par le beau. Je me rappelle quand j'étais petite, enfin par le beau, c'est-à-dire dans les endroits où je sens des bonnes ondes. C'est plus ça en fait. Quand j'étais petite, ma mère, on faisait souvent des week-ends famille avec tous les oncles et tantes dans des endroits un petit peu reculés de la France, où il y avait pas grand monde. Ça pouvait être des petits villages, tu vois. Et c'était joli. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas cette vibe. Je sentais pas ces ondes-là. Et du coup, je me sentais très mal. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est horrible, jamais je vivrai ici. Je me pendrais si j'habitais ici. Ma mère était morte de rire à chaque fois, tu vois. J'allais pas. Enfin, tu vois, j'étais pas bien, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans un endroit où il y a de l'énergie, où il y a des gens, c'est pas une question. C'est pas. Je pense que c'est pas qu'une question de beau. C'est vraiment une question de vibe. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je ressens ce truc où je sais quand je suis bien, je sais quand je suis pas bien, que ce soit dans un lieu ou avec des gens, tout de suite j'arrive à savoir, tu vois, à savoir, ok, cette personne-là c'est mort, en fait, ça va, c'est pas possible, elle a pas une bonne énergie, comme un lieu ou un village ou un endroit, je vais tout de suite ressentir des choses et c'est inexplicable et j'ai toujours eu ce truc où je suis pas bien. Si je sens que je comprenais pas, tu vois, quand j'étais jeune, mais je ressentais limite une boule au ventre, tu vois, il fallait vite qu'on s'en aille et que je rentre dans mon univers en fait, dans mon environnement. Tu vois, je te parle du beau en général et après tu l'interprètes comme tu veux. Mais c'est, comme tu dis, c'est vraiment, c'est instinctif, c'est un ressenti. Ça peut te bloquer ton plexus solaire en deux parce que tu sens qu'il y a Et cette ultra sensibilité à ton environnement, encore une fois, ça revient par rapport à l'enfance, à ce qui pouvait t'entourer. Et du coup, là, c'est intéressant de savoir, du coup, pourquoi l'hôtellerie, même si tu n'as pas la réponse, tu en viens, en fait, en découlant dans ton discours. Ouais, donc effectivement, je pense que tu as raison, il y a une part de beau, il y a une part de rassurant en fait. Peut-être que j'ai à un moment donné de mon enfance assimilé le beau à quelque chose de rassurant et à la sécurité, peut-être. Donc je pense qu'il y a un lien avec ça. Et il y a aussi le lien avec les gens. J'avais envie d'être entourée de plein de monde qui viennent de partout, que ça parle plusieurs langues, qu'il y ait de l'énergie. Et là, dans l'hôtellerie de luxe, parce qu'en fait, si tu veux, si tu ne fais pas d'hôtellerie de luxe, c'est difficile de trouver des postes au service commercial. Tu vois, ça n'existe pas forcément, ou alors c'est dans des clusters, donc c'est moins, c'est pas pareil. Si tu veux vraiment trouver un poste de commercial, parce qu'après très vite j'ai eu cette envie de voyager, donc je me suis dit ok, l'immobilier en fait c'est pour, enfin, c'est pas péjoratif, mais j'avais pas envie de me retrouver à louer des studios ou ce genre de trucs. Enfin, je me suis dit en fait c'est pas cette vibe là que je recherche. Je recherche un truc où vraiment on est dans le voyage, dans la culture, dans plein de choses, dans le dynamisme, dans l'énergie. Et donc ça correspondait bien finalement. Et, et si tu veux, je me suis dit, ok, bah c'est parfait. En plus, ça me permettrait aussi de voyager, puisque mon objectif à cette période-là, c'était vraiment de voyager. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans l'hôtellerie, en fait. Et du coup, tu vois, tu passes de je suis en école de commerce, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, je suis un peu le move, je suis dans cette trend, etc. à ok, je sais que le voyage m'appelle parce que c'est quelque chose, j'ai encore cette curiosité-là de découvrir et d'apprendre par la découverte. Donc là, tu passes plusieurs années à travailler dans l'hôtellerie de luxe, à avoir donc un poste qui te convient, j'imagine, où tu étais heureuse à ce moment-là peut-être. Comment tu étais, dans quel environnement là tu étais à ce moment-là? Alors, c'est très drôle que tu me poses cette question. Donc, en fait, il faut savoir que quand j'ai... Donc, à la fin de mon cursus, donc école de commerce, j'étais aux États-Unis. Tu sais, tu peux faire des transferts. Donc, je fais un transfert sur un campus partenaire de mon école. Et donc, ensuite, le gros stress de tout le monde, c'était qu'il fallait trouver un job. C'était vraiment... putain, on était tous là-dedans, mais qu'est-ce qu'on va faire, machin. Donc, moi, évidemment, toujours compliqué. Je ne voulais pas travailler en France. Je voulais soit travailler à New York, soit à Londres. Très facile. Donc j'ai cherché un job à New York, mais comme une folle, tu vois. Je cherchais un stage de fin d'études. J'en ai trouvé un. J'ai dû envoyer des dizaines et des dizaines de candidatures. Et bien évidemment, les stages là-bas sont pas payés, donc c'est pas possible. En fait, à un moment donné, mes parents c'est pas Crésus non plus, donc c'était pas possible. Donc je suis partie rejoindre mon compagnon de l'époque à Paris, mais à contre-cœur. Quand je te dis à contre-cœur, c'est vraiment, mais j'avais envie de pas de me tirer une balle, j'exagère, mais vraiment j'avais pas envie d'y aller quoi. Donc je vais à Paris en mode, mais j'ai pas du tout envie de passer par la case Paris. Moi, je suis faite pour Londres ou voilà, bref. Et en plus, je savais que quand tu commences par aller à Paris, tu finis par y rester des années. Enfin, c'était souvent comme ça que ça se passait malheureusement. Voilà, donc j'y vais, je trouve un stage de fin d'études dans une grosse boîte. Je finis par m'emmerder très vite. Donc je cherche un job. Au bout de 2 mois et demi, je dis à mon maître de stage que bah du coup je m'en vais. En plus c'était très très bien payé, c'était aussi bien payé que le job limite que j'avais trouvé, bref. Et je lui dis, je suis désolée, je m'en vais. J'ai trouvé un job dans l'hôtellerie de luxe parce que c'est ce que je voulais. Donc je prends ce job. J'étais assistante commerciale.
pendant 5 mois parce qu'au bout de 4 mois, je dis à mon boss, qui était le directeur d'hôtel aussi et qui était aussi le directeur commercial, que du coup, c'est soit je m'en vais, soit il a autre chose à me proposer parce que c'était pas assez stimulant intellectuellement en fait. J'avais juste l'impression d'assister tous les sales en fait. Et ça me saoulait en fait, c'était nul, enfin voilà, bref. Et du coup, il me dit ok, pas de problème, t'inquiète pas, dans un mois, je vais faire une chaise tournante et j'aurai un poste à te proposer. Je dis ok, par contre, sache que si ça vient pas, bah je partirai. Du coup, donc dans un mois, il m'a proposé un poste et c'est là où je suis passée responsable commercial Europe, après Europe et Asie. Et donc là, j'ai commencé à voyager, je voyageais tous les mois. Et là, je me suis éclatée, ouais, clairement, c'était assez ouf quoi. Le rythme est dingue, mais par contre, c'était ouf. Incroyable cette détermination à imposer tes propres règles déjà, à dire Ouais, bon c'est vrai. bah c'est soit moi soit la porte. La fille, C'est elle a fou. pas peur quoi. Mais non, mais en fait, je pense que Ouais. tu réalisais même pas que t'étais en train de faire ça, non? Je sais pas, t'étais très jeune. Je pense que j'avais confiance. Je me suis dit, il veut me garder, donc je pense qu'il trouvera une solution. Et il connaissait de toute façon, dès l'entretien, en fait, j'avais tout de suite dit que j'avais envie d'évoluer, en fait, que je voulais pas rester assistante commerciale. Donc il savait très bien, il savait très bien. Et en fait, je me suis dit que si je lui montrais à quel point j'étais motivée, déterminée, et j'y retourné, hein, 1 an plus tard, je suis retournée en lui disant, écoute, c'est bon, c'est super le Benelux, parce qu'au début, j'avais que le Benelux, mais maintenant, j'aimerais bien élargir un petit peu ma zone géographique, ça, je tourne un peu en rond, quoi. Et je me suis dit, en fait, les employeurs, si tu leur montres que tu as envie de plus, mais pourquoi est-ce qu'ils te donneraient pas plus si en plus tu leur coûtes pas plus cher? Enfin, tu vois, ou peu, pas beaucoup plus cher, c'est tout bénef pour eux. Enfin, j'avais déjà cette réflexion de me mettre à la place de l'employeur et de me dire, en fait, bah, j'ai rien à perdre parce que bah, il va kiffer, au contraire. Totalement. Et tu vois, on dit souvent, surprends-toi à demander, tu te surprendras à recevoir, mais c'est tellement ça. Et donc là, excès de confiance dans le bon sens, tu te dis, ok, bon, c'est sûr que ça va fonctionner, let's go, c'est parti, je fonce. Donc là, tu passes plusieurs années, tu expands même ta zone de chalandise et tu travailles donc dans la partie Asie, etc. Et donc, quel est le point de bascule? Comment tu te dis, non, mais en fait, c'est plus aligné à mes valeurs? Et donc là, le burn-out que tu comprendras après arrive. Comment il y a ce shift entre les deux? Alors, en fait, il y a eu une autre expérience professionnelle entre-temps, et tu verras, ça va être très clair, et tu vas tout de suite comprendre pourquoi j'en suis arrivée au burn-out. Déjà, tout simplement parce que j'ai le profil. Comme je le dis, il y a une vidéo que j'ai fait sur Instagram, et j'explique que j'ai pu, en tout cas de ce que j'ai pu voir, celles qui font des burn-out, c'est le profil de la bonne élève, le profil qui veut être la meilleure, le profil qui veut toujours donner plus à l'entreprise et à l'employeur, et qui a soif de monter, de grimper. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois que tu es au-dessus de la pyramide, t'as toujours pas ce sentiment d'épanouissement exceptionnel, de satisfaction. Il y a toujours ce vide, finalement, que tu cherches à compléter depuis des années. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc, tu l'as compris, j'arrive en tant qu'assistante, je demande à changer, on me change, on m'augmente ma zone géographique, je veux absolument être sur l'Asie, on me donne l'Asie. J'arrive là, au bout d'un moment, bah, je me barre parce que bah, je peux pas aller plus haut, parce que j'ai déjà tout ce que je veux ici. Donc, je décide de prendre la direction. Enfin, j'ai une opportunité où on me propose de diriger un hôtel. Finalement, je fais 3 entretiens avec eux sur 3 hôtels différents parce que ça m'allait pas, bref. Et du coup, je décide de me lancer, même si j'avais très peur. Donc, je pars à 27 ans, je quitte cette boîte pour rentrer dans une autre boîte et je prends la direction d'un petit hôtel à Paris. Donc, énorme challenge pour moi. Mais j'adore me faire peur, je crois aussi que j'adore ça. Et du coup, d'ailleurs, pour toi qui veux parler de ressenti et de ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris la direction de cet hôtel, et en général quand je suis sur des gros challenges, il m'arrive plein de trucs, des petits maux physiques. Donc je vais tomber malade, je vais avoir un gros rhume, je vais avoir très mal au dos, je peux me bloquer le cou, je vais avoir, je sais pas, j'en sais rien, mais il m'arrive plein de trucs. Et donc pendant les 2 premières semaines de ce boulot, j'étais 6 pieds sous terre. 1 an et demi plus tard, en fait, si tu veux, l'objectif, c'était de relever cet hôtel. Et comme je venais d'un service commercial, c'est pour ça, si tu veux, qu'ils ont fait appel à moi et qu'ils ont pensé que je pouvais le faire. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé, j'ai tout donné, parce que tu te doutes bien que quand on me donne un challenge, je ne peux pas ne pas le relever. Donc, j'ai tout donné. Donc, j'ai relevé cet hôtel. Bref, génial, objectif atteint, super. Donc, ensuite, je dis, ok les gars, c'est cool, je commence un peu à m'ennuyer. Est-ce que je peux prendre la direction d'un autre hôtel du groupe, mais pas n'importe lequel, j'en voulais qu'un seul, le plus beau en fait, l'hôtel 4 étoiles, enfin celui qui à mes yeux était le plus beau et le plus challengeant, puisqu'il y avait aussi pas mal de challenges dans cet hôtel. Donc on me dit ok Sandra, vas-y, bah, prends cet hôtel quoi, en gros.
Donc je prends la direction de ce nouvel hôtel. Climat social très compliqué parce que les employés sont là depuis des années, donc super dur de diriger un hôtel quand t'as, je sais pas, 28, 29 ans, et que les employés ont 15 ans de plus que toi, 10 ans de plus que toi, et ils sont là depuis 12 ans, 15 ans. Autant te dire que tu fais pas ta loi comme tu veux, quoi. Donc très compliqué, ça me plaît pas, j'aime pas le climat social, j'aime pas la dynamique de l'équipe, et en plus je peux pas la changer, donc c'est très compliqué. Je tombe enceinte, donc je fais pratiquement toute cette aventure-là dans cet hôtel en étant enceinte. Donc autant te dire que les émotions sont exacerbées et que voilà. J'accouche, pendant mon congé, je vais me prendre pour une folle. Pendant mon congé maternité, mais c'est très drôle de parler de tous les détails de ça parce que les gens ils vont halluciner, je pense. Je me rends compte à quel point je suis folle en fait. Et donc pendant mon congé maternité, j'appelle mon boss. Et je lui dis, écoute, Antoine, moi, j'ai pas envie de retourner à l'hôtel, ça s'appelait la maison Nabi, bref, il n'y a pas de secret, hein. Donc, il faut que tu me proposes autre chose parce que c'est pas possible. En fait, je préfère ne pas revenir que de revenir. Il me dit, ok, pas de souci, il y a un poste au siège, je pense que ça peut le faire et tout. Bref, on me propose ce fameux poste au siège. Et comme j'avais déjà, tu te doutes bien, ça va avec, négocié mon salaire, et que je faisais partie, on va dire, des salaires hauts de la boîte, on m'a pas offert de promotion en même temps que ce nouveau job au siège, alors que c'était un gros poste. Bref, donc déjà, petite frustration. Et donc, je prends ce nouveau job, toute contente, je reviens de mon congé mat. Challenge de malade puisqu'il faut gérer 3 hôtels sur le point business, enfin, développement du business en fait, on va dire ça comme ça. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, j'explose en vol. J'explose. J'explose, je fais un malaise en fait la première fois. Et d'ailleurs, la première fois, ce malaise est arrivé dans le premier hôtel que j'ai dirigé. Et ce même malaise a lieu de nouveau un samedi soir, rien à voir. Donc malaise très flippant, avec des symptômes très flippants, des fourmillements dans le visage, dans le bras, l'impression que tu pars en fait, que tu es en train de mourir en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que a commencé la descente aux enfers. Dès le début, ton corps te l'a dit. Tu nous dis que dès les premiers 6 jours, tu étais complètement bloqué au niveau des cervicales, du dos, dans le ventre. Ton corps te parlait déjà, tu avais des signaux très forts. Comment t'as pu passer à côté? Bah en fait moi je me suis dit c'est juste que je suis stressée de relever ce challenge tu vois mais comme tout challenge bah c'est stressant donc ça m'a pas semblé être dingue tu vois d'avoir des symptômes comme ça mais en fait effectivement j'en ai eu plein et j'ai aussi fait comme je te disais un premier gros malaise dans le premier hôtel que j'ai dirigé je me poussais à bout au max du max pour relever tous les challenges qu'on me donnait et j'allais même plus loin tu vois enfin toujours plus en fait. Et effectivement, je cherchais à combler un manque d'épanouissement, mais pas de la bonne manière. Je répondais à ma problématique en lui donnant la mauvaise solution, en fait. De ton enfance, tu nous parlais de ce besoin de reconnaissance et là, tu es toujours dans ce perfectionnisme à ce moment-là, hein, de chercher justement, tu nous dis toujours plus, tu nous dis je t'ai jamais satisfaite, c'était what's next, ok ça c'est fait, bon bah allez qu'est-ce que je peux relever comme défi encore plus et du coup là ton corps te dit ok bon Sandra on va se calmer, je vais t'arrêter en fait, je vais t'arrêter toute seule, je vais t'allonger, je vais te coucher pour que tu comprennes que là c'est comme ça et pas autrement. Bon là t'es je pense obligée entre guillemets de l'écouter. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour toi pour la suite? Eh ben donc oui, je suis effectivement obligée de l'écouter et de toute façon, je perds le contrôle en fait. C'est l'inconscient qui a le contrôle, donc c'est lui qui prend le contrôle de ma vie, de mes émotions, de mes ressentis. Donc le premier malaise que je fais, je comprends pas. Je me dis putain, c'est bizarre, c'est le même malaise que j'ai fait la dernière fois, donc un peu flippant. Tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un truc grave? Tout de suite, instinctivement, je me dis j'ai une maladie grave. Je fais du Sandra quoi. Je fais tout et ce qui est en mon pouvoir et tout ce qui est inimaginable pour comprendre quelle est cette maladie. Et du coup, bah, j'ai vu tous les spécialistes de la Terre entière pour comprendre. J'ai fait des IRM, les scanners. Franchement, j'ai tout fait, je pense. Toujours rien, on trouvait jamais rien. Et je commençais à péter un câble dans ma tête en me disant putain, mais c'est quoi en fait? Enfin, parce que du coup, ça se réitérait. Tu vois, j'avais d'autres malaises. J'avais tous les jours des fourmillements bizarres dans le visage. Je comprenais pas. Enfin, voilà, c'était assez horrible. Je mangeais plus, perte d'appétit totale en fait. Donc je mangeais que des gâteaux, puisque la seule chose que j'avais envie de manger c'était des gâteaux, des trucs rassurants en fait, hein, je pense tout simplement. Et je comprenais pas et je cherchais, jusqu'au jour où bah
Si tu veux, à force d'entendre les médecins me dire écoute, ton truc c'est psychologique en fait, il faut que tu l'acceptes, c'est dans ta tête. À force d'entendre ça, je me dis ok, bon ben allez, let's go, il faut que j'aille voir un psy quoi. Donc je vais voir un psy, qui est toujours mon psy d'ailleurs, et j'en parle très ouvertement. Pour moi aujourd'hui, si tu veux, c'est un psy, mais c'est aussi un coach pour mon expérience, mon aventure entrepreneuriale, enfin, et pour mon job aujourd'hui, tu vois, développement personnel, psychologie, tout est lié, donc il m'aide aussi pas mal à me poser les bonnes questions, à comprendre mes coachés, à me comprendre moi, enfin bref, c'est un pilier de fou dans ma vie. Et donc il m'a sauvée, clairement, il m'a sauvée de cette merde. Et on a commencé par faire 2 séances par semaine au début. Et ensuite, c'est allé assez vite en fait, parce que ça a pris 4 mois, je dirais, la période vraiment très très dark. Euh, ouais. Mais après, tu vois, tout ce que j'avais mis en place, j'ai dépensé des milliers d'euros pour aller voir des spécialistes, faire des IRM, des trucs, des machins. J'ai fait aussi une thérapie cognitive comportementale. Je suis allée voir une énergéticienne. Enfin, tu vois, j'ai vraiment essayé de tout tester parce que mon objectif, c'était me sortir au plus vite de ce truc et surtout de pas embarquer mon chéri et mon fils dans cette situation et que tout n'explose pas. En fait, je voulais surtout pas que ma bulle personnelle explose. C'était ça aussi. J'avais très peur de perdre ça en fait aussi. C'est fou cette résilience. En fait, t'es encore dans l'effort, dans le combat, dans j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'en sortir. On sent ça vraiment chez toi dans tout ton parcours et c'est vraiment très inspirant. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent. Ça fait 2 fois que tu me parles de la nourriture et de cette alimentation doudou qui passe pas justement quand toi t'es pas bien. Je voudrais pour que on puisse avancer sur le déroulé de ton histoire que tu nous parles du coup de cette ascension à la fin de c'est jamais fini, puisque tu nous dis encore aujourd'hui que te faire coacher toi-même t'aide à être une meilleure coach et pouvoir encore plus fédérer l'idée inspirée. Comment tu te libères de tout cette contrariété, ce stress, ce poids émotionnel pour... j'imagine que tu quittes du coup l'hôtellerie, que après tu réfléchis à un autre métier. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette phase-là du coup? Oui, alors déjà, pour faire un rapport avec la nourriture, ça c'est lié au divorce de mes parents. J'ai eu beaucoup de mal à m'alimenter parce que j'étais très très anxieuse en fait. Et j'ai fait un faux rapport qui est de dire que quand t'es anxieuse, t'as pas faim. Et du coup, ça m'arrive encore quand j'ai des périodes tu vois, de gros stress pour les locomotives, etc. Je mange pas beaucoup. Je prends pas le temps de manger. Pour moi, c'est secondaire en fait de manger. Alors que j'adore manger vraiment. Et je peux manger des portions aussi grosses que mon mec, voilà. Mais des fois, c'est secondaire. J'estime que c'est secondaire, j'ai pas faim et c'est... Voilà. Bref. J'imagine que tu quittes l'hôtellerie parce que tu nous en as pas parlé, mais ce burn-out doit mettre un point final peut-être? En fait, oui, alors tout à fait. Ça faisait déjà, je l'ai pas précisé, donc quand j'étais enceinte, il s'est passé un truc extraordinaire, donc j'ai adoré être enceinte, je me suis sentie complète en fait. Je me suis sentie complète et un épanouissement de fou et une énergie de malade. Et là, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, on parlait de créativité tout à l'heure, que ma créativité est totalement ressortie. J'ai eu envie de plein de choses, il fallait que je crée des projets, donc dans ma tête, j'en parlais à tout le monde, mais tu vois, et puis les femmes, je commençais déjà à parler de ça, donc ça c'était avant que j'accouche. Quand j'étais dans le 2e hôtel que j'ai dirigé. Et je disais, oui, tu vois, les femmes, nous, on n'ose pas. Tu trouves que c'est normal, toi, qu'aujourd'hui, en 2019, on ait des envies de créer des projets et on se sente pas légitime, qu'on ait peur comme ça, qu'on veuille rester dans notre CDI, qu'on n'aime pas, qu'on est là dans notre vie pourrie et qu'on subit notre vie. Et je disais ça à tout le monde, mais c'est pas normal, en fait. C'est pas normal qu'on en soit là. Putain, on est en 2019. Je me rappelle, je répétais tout le temps ça. On devrait se sentir complètement capable d'oser en fait. Tu vois, j'avais déjà ces discours-là. Et donc j'avais un petit carnet dans lequel je notais plein de trucs, les femmes, les projets. Ah ouais, je me disais ah ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une application pour qu'on puisse trouver des associés facilement parce que c'est ça, on a besoin de se lancer avec quelqu'un, on a peur de se lancer seul. Donc bref, j'avais plein d'idées, mais une ouf. D'ailleurs, des idées dans ma vie, j'en ai eu mais des milliers de création d'entreprises ou de création d'objets. Quand j'étais petite, j'avais envie de créer des objets qui n'existaient pas. Bref. Et du coup, quand j'ai fait ce burn-out et que je commence à sortir un petit peu la tête de l'eau, pour moi, c'est une évidence. Pardon, j'oublie plein de trucs. J'oublie plein de trucs, c'est que quand mon fils est né et que j'étais en congé mat, j'ai adoré. C'est-à-dire que pour moi, c'était la première fois que je m'arrêtais dans ma vie, ma courte carrière, mais j'avais tellement donné en peu de temps que là, je m'arrêtais. Si tu veux, c'était un moment hors du temps, quoi. Je m'occupais de mon fils, de moi, j'étais dans la vraie vie, enfin, c'était juste incroyable. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur des projets. Tu vois, j'ai créé plein de trucs, enfin, j'écrivais, je créais, j'avais créé un site internet, enfin bref, tout ce temps-là avec mon bébé à côté, tu vois, j'ai adoré cette période-là. Donc je reprends le boulot, clairement, je commence à dire à tout le monde que j'ai envie de me barrer, mais j'ose pas le dire à mon boss. C'est pas vrai, Pardon, excuse-moi.
En fait, mon cerveau, et tu vois comment il fonctionne, c'est très compliqué à gérer des fois. Donc, le premier jour où j'ai repris mon boulot, en fait, après mon congé maternité, je vais voir mon boss et je lui dis, écoute, je ne veux pas reprendre mon job, j'ai un projet en tête et j'ai vraiment envie de lui donner vie. Mon boss me dit, écoute Sandra, c'est peut-être un petit peu prématuré, tu vas pas partir comme ça, ton projet, est-ce qu'il est bien ficelé? Est-ce que c'est vraiment rentable là si tu te lances tout de suite? Est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est que tu travailles sur ce projet à côté. Et en même temps que tu prennes ce boulot, quoi. Et je pense que tout ça m'a fait un petit peu exploser, d'où le burn-out, etc. Je décide de m'arrêter une semaine, je prends un arrêt maladie d'une semaine, c'est encore pire en fait, puisque je focalise encore plus sur mes symptômes, etc. C'est l'horreur. Je me remets en question, je me dis ok ça va pas, je commence à faire du développement personnel, à faire une thérapie, à suivre des entrepreneurs, à aller à des masterclass, tu sais, sur online, à des conférences online. Je fais plein de choses pour comprendre un petit peu ce que je veux faire. J'appelle des coachs. Je sens que j'ai beaucoup plus à donner à ce monde et je sens qu'aujourd'hui je n'ai plus aucune valeur à apporter à mon travail que j'avais à l'époque. Ma priorité, c'est de me dire, ok, j'ai quelque chose à donner, j'ai trop d'énergie, c'est pas possible, il faut que je mette cette énergie dans un projet dans lequel il y a une vraie mission en fait derrière et dans lequel je peux aider les autres et apporter mon énergie aux autres en fait. Et c'est comme ça, si tu veux, que tout prend naissance et que je commence à me poser les questions. Et donc dans une des masterclass, ça j'en ai déjà parlé aussi, une masterclass de Jay Shetty que tu dois connaître si t'es un peu dans cette vibe dans laquelle tu es. Tu ne peux pas ne pas le connaître, voilà, on est d'accord. Et donc, il explique que quand tu as un projet en tête et que tu veux lancer un side project, il faut t'entourer de 4 mentors. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je vais pas donner les détails, sinon on va y passer 1 heure. Et du coup, je brainstorm avec les 4 mentors que j'ai choisis dans mon entourage. Et petit à petit, le projet prend vie, en fait, beaucoup plus vite que prévu, puisque ça m'aide énormément d'avoir ces 4 personnes autour de moi. Et du coup, j'ai une pote qui me dit, mais non, Sandra, tu vas pas mettre en lumière des femmes à travers des articles. Les articles, c'est fini. Demain, c'est fini les articles. Elle était toujours en avance sur tout, Julia. Et elle me dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le podcast. Tu verras, aux États-Unis, ça fonctionne déjà vachement bien. En France, ça commence à arriver. Mais il faut que tu fasses, il faut que tu lances un podcast, ça sera beaucoup plus puissant que des articles, tu vois. Et je dis, ah ouais, mais c'est quoi un podcast? Je savais même pas ce que c'était. Et du coup, je vais écouter. Je dis, ah ouais, super, effectivement, d'entendre les histoires des filles de vive voix, c'est exceptionnel. Ça va résonner, mais 10 fois plus en nous. Et donc, le projet commence à prendre un petit peu vie. En parallèle de ça, je dis à mon mec, écoute-moi, la vie en région parisienne, c'est plus possible. Il faut qu'on retourne dans le sud. Il le savait, hein. Ça faisait 7 ans que je lui mangeais le cerveau à lui dire que je voulais retourner dans le sud et que ma vie n'était pas à Paris. Du coup, bah, comme tous les deux, on explosait un petit peu ensemble dans nos vies professionnelles, ça tombait vraiment à pic, on va dire. Et il y avait le Covid en même temps, donc grosse porte, grosse fenêtre qui s'ouvre, fenêtre de tir énorme, je postule dans le sud, je trouve un job. En 3 mois, c'était réglé, quoi. Moi, je déménage, je quitte mon job, je prends un nouveau job, et nouvelle vie. Waouh, c'est fou comme tout va vite avec toi et c'est incroyable comment tu es sortie de je suis couchée au sol, mon corps n'accepte plus que je bouge, à j'ai vraiment envie d'avancer, je prends tout en main et ça bouge d'un coup et c'est parti et je m'entoure de bonnes personnes et ça voit le jour et voilà. On sent en fait dans ton histoire vraiment cette curiosité, ce boom, cette envie d'avancer, enfin vraiment c'est quelque chose qui est très très présent chez toi. Tu nous parles donc d'une curiosité vraiment très forte, très exacerbée qui est présente. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des baisses de créa ou tu te sens un peu sous l'eau, tu vois, pour les auditrices qui nous écoutent, peut-être donner des petits tips ou des conseils qui, toi, fonctionnent pour toi. Alors déjà, je vais rebondir sur un truc important pour pas que les filles pensent que je suis genre un super-héros et que, tu vois, je suis sortie de mon burn-out comme ça, en mode oui, allez, c'est parti, wouhou, locomotive. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, j'étais comme ça dans mon truc, en mode allez, on y va, machin, mais en même temps, je gérais toutes mes crises, j'allais aux urgences, j'appelais le SAMU, enfin, tu vois, il y avait ces deux mondes, en fait, que je devais gérer. Et plus je me concentrais sur le projet, et moins j'avais de crises. Parce qu'en fait, c'est ça aussi une des clés. Si tu fais des crises d'angoisse, il faut que tu te concentres sur autre chose. Ça permet de distraire ton cerveau. En fait, au lieu de focaliser sur ta crise, tu vas focaliser ton cerveau sur ton side project. Bah moi, c'était un petit peu ça que je faisais. Et plus je travaillais sur ce side project qui m'animait et qui me nourrissait, plus ça apaisait mon mal-être en fait, puisque le problème, la solution était vraiment là en fait. La problématique, je répondais à la problématique vraiment avec la bonne solution. Donc ça c'est important. Comment je fais quand j'ai une baisse de créativité? Pour être très honnête avec toi, c'est très rare que j'ai une baisse de créativité, j'ai même trop de créativité, donc c'est plutôt ça qui est dur à gérer, c'est que
j'ai tellement tout le temps d'idées, des envies, attends, mais je vais faire ça et le projet, le machin. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, si tu veux, que j'ai des tips à donner pour freiner justement mes envies, puisque mes envies et mes projets, malheureusement, ne sont pas toujours rentables. Et quand tu as un business, des fois, à force de vouloir faire tout pour tout le monde, tu peux pas continuer à être Mère Teresa H24, il faut vraiment que tu réfléchisses autrement. Et donc c'est plus là où bah, je suis obligée de me freiner, de me dire ok Sandra, ça tu le feras en 2024, c'est pas grave, tu vois, t'es pas obligée de tout faire maintenant, arrête d'être dans cette course infernale. Et c'est plutôt ce côté, je dirais, dans manque de créativité ou trop de créativité, je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise. Et moi, j'essaie toujours d'apprendre ça, en fait, à lâcher prise pour pas toujours être dans ce truc de course effrénée, même si je pense que je le suis quand même un peu, parce que c'est plus fort que moi, en fait. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je pense que c'est dans mes gènes, tout simplement. On le ressent effectivement quand tu nous parles de j'avais ce but, j'avais envie d'évoluer, en 4 mois c'était plus possible, il fallait déjà que ça change, il fallait que je bouge, il fallait que je prenne la direction, enfin voilà, on sent c'est les locomotives, voilà, c'est en marche, tu entraînes avec toi une vague inspirante de femmes et c'est pour ça que tu as choisi de les mettre en lumière. Je vais te remercier infiniment pour le partage généreux que tu nous as fait aujourd'hui. Je te laisserai peut-être le mot de la fin si toi, tu as quelque chose à ajouter pour clôturer ce podcast. Oui, avec plaisir. Écoute, la chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que on oublie en fait deux choses dans la vie. Premièrement, c'est que en dessous de notre enveloppe physique, on parlait de beauté, etc., dont on aime bien pour la plupart prendre soin. N'oubliez pas qui est aux commandes. Aux commandes, c'est un cerveau. Et le cerveau, c'est une machine, mais ultra puissante que, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons jamais réussi à reproduire. Il ne serait tardé, je pense, mais aujourd'hui, c'est vraiment la machine la plus puissante au monde. Donc en fait, si tu réfléchis comme ça et que tu visualises ton cerveau, tu vas te dire, ok, en fait, je suis peut-être beaucoup plus capable que ce que je ne le pense. Donc je te confirme, tu es beaucoup plus capable que tu ne le penses. On a des capacités extraordinaires et je suis pas plus extraordinaire qu'une autre. Si je me suis adaptée aussi facilement, c'est parce que en fait, on peut tous s'adapter très facilement et prendre des jobs, changer de job, renouveler, apprendre. Le cerveau a une capacité d'apprentissage et d'adaptation qui est incroyable. Et ça, on l'oublie. Donc c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que si tu as envie de faire des trucs dans ta vie, fais-le. Pourquoi? Parce que le temps, il file entre nos doigts, ça passe super vite. Et en plus, quand t'es maman, tu t'en rends compte parce que tu vois ton enfant, t'as ton enfant pour te rendre compte en fait à quel point la vie passe hyper vite et que bah on est là pour très peu de temps en fait sur cette terre. Donc profite en fait, prends des risques et fais ce qui te fait vibrer au quotidien. N'attends pas ton week-end et tes 5 semaines de congé. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. C'est hyper inspirant et c'est vrai, sky is the limit, mais c'est tellement vrai. Et merci infiniment pour ton partage et vraiment ton humilité aussi dans tout ce que tu as pu nous partager, que ce soit les bons comme les mauvais et ce qui t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était super. Merci à toi. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.